De TFM, dans l'actualité de ce mercredi, un taximan trouve la mort dans une bagarre contre un conducteur de moto-tricycle. Les deux hommes en sont venus aux mains après une banale altercation sur la route. Les détails dans cette édition. Plusieurs quartiers de Dakar sous les eaux. Les dégâts sont considérables après la pluie de ce matin. Un affaissement de l'autoroute Limamoulaye a fortement compliqué le trafic. Le directeur régional de l'AGEROUTE s'explique dans ce journal. Démarrage des épreuves du BFM ce jeudi à Saint-Louis. L'IEF a convoqué une grande rencontre avec les présidents de jury et les chefs de centre pour faire le point sur le dispositif organisationnel. Reportage à suivre. Et puis en sport, CAF Awards 2022, les Sénégalais bien partis pour tout rafler. Un triomphe tend les bras au Sénégal. Nous voyons tout cela dans la page des sports. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. D'abord, ce drame sur la route, une banale altercation tourne mal. Un taximan est décédé dans une bagarre contre un conducteur de moto-tricycle. Les deux hommes, selon les témoignages, en sont venus aux mains après cette altercation. Le taximan, roué de coups, succombe à ses blessures. Plusieurs taximans se sont rassemblés devant la police de Dieuppeul pour contester. Bon, et tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. Modou Dione ne se doutait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort en quittant son village natal, Ndiéyène Sirakh, situé dans le département de Thiès. Le chauffeur de taxi y était pour les besoins de la Tabaski. Revenu mardi dernier, il a été tué lors d'une bagarre le lendemain, jour de sa reprise. Un jeune taximan qui a plein d'avenir, on l'a tué atrocement. Ce qui s'est passé, c'est le problème de la circulation qu'on a trouvé chaque jour. Parce qu'avec les deux roues, chaque jour nous avons des problèmes avec les deux roues. Parce que chaque jour on fait n'importe quoi sur la route. Quand tu parles avec eux, ils sortent avec un arbre ou bien on vient en nombre, vous saccagez ton véhicule ou bien vous blessez. Ses collègues se sont donné le mot en observant un arrêt de travail ici, devant le commissariat de Dieuppeul, lieu où l'auteur des faits serait en garde à vue. Les tricycles, les deux roues, c'est la même chose. Les vélos, les tchak-tchak, c'est la même chose. Quand tu discutes avec un deux roues, les autres venir. Parce qu'on nous a ciblés. On a ciblé les taximans. Pourquoi? Pourquoi nous? Parce qu'ils nous prennent comme des adversaires. Ils nous prennent comme des concurrents. Nous ne sommes pas leurs concurrents parce qu'ils ne sont pas légaux. Nous sommes fait le transport public. Nous avons légalement constitué pour faire le transport. Ces chauffeurs de taxi disent en avoir marre. Cette fois-ci, rien ne sera comme avant, déclare-t-il. D'abord, on a interdit les deux roues de faire le transport à Dakar. Ils viennent avec nous. Donc on a dénoncé tout le temps. On va dénoncer ces pratiques, mais le gouvernement reste sans rien faire. L'État du Sénégal, on lui rappelle ses prérogatives. Ses prérogatives, c'est de réglementer le transport. On ne peut pas assurer une sécurité de tous sans réglementer le transport. Son plan d'action, la Fédération des taxis du Sénégal compte l'annoncer ce jeudi après la levée du corps de la victime. Merci Maïmouna. L'actualité, c'est aussi la forte pluie enregistrée ce matin dans Dakar. Les intempéries ont provoqué, je vous le disais, l'affaissement d'une partie de l'autoroute Limamoulaye et certains automobilistes ont vécu un véritable calvaire ce matin. L'affaissement, selon l'AGEROUTE, est lié aux récents travaux réalisés dans le cadre du BRT. Explication Ibrahima Kane. Sur l'axe Patte d'Oie-Aéroport, les automobilistes ont vécu le calvaire. Une circulation complètement paralysée avec son lot de conséquences. La cause, l'affaissement d'une partie de l'autoroute Limamoulaye. Au mois de juin passé, effectivement, via un communiqué du préfet, le trafic avait été dévié pour faire cette traversée-là
pour poser les conduites d'eau d'eau du BRT vers le bassin. Ces travaux n'ayant pas été terminés à 100% parce que en plus de la traversée, il fallait faire des protections et des travaux confortatifs qui étaient en cours, mais malheureusement qui n'ont pas été terminés. Et suite à la forte pluie enregistrée aujourd'hui, il y a eu un retour des eaux au niveau du bassin qui a créé cet affaissement-là. Et comme vous pouvez le voir aussi, depuis ce matin, toutes les équipes du projet sont mobilisées. Les équipes de la Géroute, les équipes du CETUD, les équipes de l'entreprise CRBC sont mobilisées pour réparer cet affaissement. En juin dernier, sur le même site, des travaux avaient été entamés dans le cadre du BRT pour mettre en place un système d'assainissement efficace. Toutefois, la forte quantité d'eau enregistrée ce matin a chamboulé la donne. Comme vous le savez, le BRT est en train de dérouler un gros système d'assainissement et les travaux sont en cours actuellement. Et il a été question de poser un réseau d'assainissement depuis Liberté 6 jusqu'à l'échangeur de l'émergence pour permettre de capter toutes les eaux qui venaient depuis CICES en passant par HLM Grand Yoff et qui allaient inonder Grand Yoff, le bassin de Grand Yoff. Donc, à travers le réseau mis en place par le BRT, ces eaux sont captées et drainées vers le bassin de l'échangeur de l'émergence. En attendant l'achèvement des travaux, les automobilistes devront prendre leur mal en patience. Entre déviation et embouteillage, la circulation risque d'être très difficile ces prochains jours sur cet axe. Et à cause de la pluie, des voitures se sont retrouvées prises au piège, paralysées par les inondations. Et c'est presque le même décor un peu partout ce matin dans Dakar. Illustration dans ce reportage de Fatou Bintou Conté et Younous Diatta. Quelques millimètres de pluie, voilà que Dakar se retrouve les pieds dans l'eau. À chaque saison des pluies, le visage de la capitale change. Nous sommes ici à la zone de captage pour une première pluie de la saison et le calvaire démarre. Une première pluie et nous sommes fatigués. Comment allons-nous faire pour toute la saison? C'est compliqué. L'assainissement fait défaut. En effet, durant la période hivernale, la grande métropole se rend vite compte des nombreuses défaillances en matière d'infrastructures pour l'aménagement liquide. Au lieu de construire des ponts et des autoroutes, mieux vaut s'occuper de l'assainissement à Dakar. Ces eaux inondant les routes sont devenues un casse-tête pour les automobilistes. C'est les conséquences. C'est ce problème d'assainissement qui fait que nos véhicules sont gâtés durant la saison des pluies. Il faut vite y remédier. Qui demande à l'État de prendre à bras le corps le problème de l'assainissement dans la capitale. Depuis Rufisque jusqu'ici, c'est le même constat. Tout est inondé. Ce n'est pas normal. Le cauchemar hivernal débute surtout dans cette zone stratégique où passe une bonne partie de la population. Et même décorum dans les lieux d'habitation à Skaturbam, même les lieux de culte n'ont pas été épargnés. Reportage Mariem Ndiaye et Youssou Barro. Première pluie à Dakar et premier dégât constaté. La mosquée de Scat Urbam est sous les eaux. Même les tapis de prière ne sont pas épargnés. Dégâts, vous l'avez vu, toute la mosquée est inondée. Voilà. Et l'eau est passée par les portes, parce que la porte qui évacue était fermée. Les chiffons qui se trouvent dans la cour étaient encore fermés, n'étaient pas ouvertes. Non, heureusement, il y a l'eau. Et ensuite, l'extension là-bas aussi n'est pas mouillée. Donc on va essayer de s'arranger avant vendredi. Autre quartier, presque même décor si ce n'est pire. À Yoff Apexi, les véhicules sont engloutis par les eaux et même les chambres sont envahies. Ma maison est inondée. Ma chambre, celle des enfants, la cuisine. Il y a de l'eau partout. Je suis venue dans ce quartier en 2005. Je ne savais pas que c'était comme ça pendant l'hivernage. Nous sommes vraiment très fatigués. Je ne sais même plus où passer la nuit. Un phénomène qui n'est pas nouveau dans le quartier. Pourtant, il y a un canal d'évacuation qui malheureusement ne fonctionne pas. À côté, mais ça, c'est pas une première. Hein. Tous les ans, ça se passe comme ça. Tous les ans, on se retrouve avec des voitures complètement emprisonnées. Ouais, parce qu'il y a une évacuation qui est prévue à ce niveau. Mais comme elle ne fonctionne jamais, elle ne marche jamais, cette évacuation, bon, on a les explications, mais les gens n'ont rien fait. Ça.
Dans tous les quartiers visités, le décor est presque le même. Les populations que nous avons rencontrées veulent que l'assainissement soit une priorité pour les autorités. Mariam et Dakar, Yoff et Guédiawaye ont respectivement enregistré 84 et 84,2 mm de pluie selon la météo nationale, la NACIM, qui nous annonce également que les pluies devraient continuer jusqu'à vendredi. Écoutons les précisions de l'ingénieur météo interrogé par Chérif Dia. Donc des pluies ont été notées depuis hier, fin d'après-midi et nuit, sur une bonne partie du territoire sénégalais, notamment vers les régions sud en Casamance, mais aussi la partie centre-ouest du pays, dont Dakar. Donc c'est une pluie qui a débuté pratiquement hier, fin d'après-midi et nuit, et qui continue actuellement à ce jour sur une bonne partie du territoire sénégalais. Les quantités ont été plutôt variables. De faibles quantités ont été notées jusqu'à 6 heures du matin aujourd'hui sur certaines localités du sud-est, vers Goudiri, mais aussi entre Diourbel et Bambey où on a eu 5 mm. À Linguère, à 6 heures du matin toujours, on a eu 67 mm là-bas, 50 mm à Ranérou, 25 à Ziguinchor et 35 mm au Cap Skirring. Entre-temps, comme vous l'avez sans doute constaté, il a continué à pleuvoir cette matinée. Donc des pluies qui ont été plus ou moins importantes. À Dakar, par exemple, vers Guédiawaye, on a noté plus de 80 mm entre 6h et 12h aujourd'hui. 61 mm à Kermassar, toujours entre 6h et 12h. Pour dire bref, c'est d'importantes quantités qui ont été notées par-ci et par-là sur l'ensemble du territoire sénégalais. En perspective, c'est des pluies qui risquent de continuer au courant de la journée d'aujourd'hui, donc surtout la matinée et début d'après-midi. Cependant, au courant de la soirée, le temps sera à nouveau relativement stable, mais on attend toujours des pluies entre jeudi et vendredi, donc d'autres activités pluvieuses orageuses vont intéresser une bonne partie du territoire sénégalais entre le jeudi et le vendredi. Donc c'est une semaine qui s'annonçait pluvieuse, donc ça se confirme maintenant avec des pluies qui risquent de persister pratiquement jusqu'au vendredi. Voilà ce que nous pouvions dire sur ces intempéries et leur lot de dégâts. Retour sur ce drame survenu à Thiès hier. 2 morts et des blessés graves. Le minaret de la grande mosquée de Cité-Senghor s'est effondré sur des enfants qui apprenaient le Coran. Un drame qui a ému toute la population thiessoise. Retour avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. L'un des minarets de la grande mosquée de Cité-Senghor s'est effondré. Il a percuté la dalle avant de s'écrouler. Moment de panique pour les populations. 2 personnes y ont trouvé la mort. Certains jeunes tentent de sauver les blessés. Malheureusement, au cours de la pluie, le minaret de la mosquée qui était en construction s'est affaissé sur notre ami et frère le marabout Habib Sougou, ainsi que sur les enfants à qui il apprenait le Coran. Et malheureusement, il y a eu non seulement des blessés graves, mais le premier adjoint qui est actuellement à l'hôpital aux urgences vient de m'informer de notre ami et frère Habib Sougou, ainsi que sa fille qu'il tentait de protéger, ont finalement rendu l'âme. Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux. Capitaine Khoudje Ibramar, commandant des sapeurs-pompiers de Thiès. Il y avait beaucoup de victimes, mais avant notre arrivée, il y a certaines qui ont été déjà évacuées. Nous, on a eu à intervenir, on a évacué 2 blessés graves et 1 blessé léger. On a aussi eu à amener tous nos matériels, parce que si vous voyez derrière nous, il y a ce qu'on appelle le VSR, véhicule de secours routier, qui est composé de tout le matériel nécessaire pour faire le travail. On est venu avec des ambulances, le fourgon et moi-même qui suis là. Tous les maires des 3 communes, ainsi que le préfet de Thiès et le sous-préfet de l'arrondissement de l'Est, le commissaire de police du 1er arrondissement, ont fait le déplacement en signe de réconfort et de solidarité envers les familles des victimes. Merci Cheikh Anta. Parlons éducation à présent. Le brevet de fin d'études moyennes va démarrer demain à Saint-Louis. L'IEF commune a convoqué une rencontre avec les présidents des jurys et les chefs de centre pour le partage du dispositif organisationnel. La commune de Saint-Louis, vous le savez, compte plus de 3000 candidats et pour la première fois de son histoire, un candidat déficient visuel tentera de décrocher le
le BFM. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. À moins de 24 heures de l'examen du brevet de fin d'études moyennes, l'IEF de Saint-Louis Commune a rencontré les présidents de jury et les chefs de centre à l'école jeune fille Boubacar Diop. Selon Amadou Alousseynou Sarr, ces rencontres est surtout une occasion de partager du dispositif organisationnel avec un accent mis sur les rôles et responsabilités de chacun. Aujourd'hui, avec les présidents de jury et les chefs de centre, pour partager sur le processus de l'organisation du examen qui est prévu à partir du 21. Pour cette session 2022, l'IEF de Saint-Louis Commune présentera au total 3037 candidats répartis dans 21 centres d'examen. 21, nous allons recevoir 3037 candidats répartis dans 21 centres qui polarisent 22 jurys avec un jury spécial de correction. Innovation majeure cette année, l'IEF de Saint-Louis Commune présentera pour la première fois au BFM un candidat déficient visuel. L'IEF rassure toutefois sur son cas. Un dispositif a été mis en place pour l'accompagner afin de le mettre dans les conditions de l'examen. On a eu un candidat au BFM qui va se présenter avec la méthode Braille. Là également, en rapport avec l'inspectrice d'académie, toutes les dispositions sont prises pour mettre en place une commission spéciale pour accompagner le jury. L'IEF de Saint-Louis Commune a également introduit une autre innovation. Il s'agit de la sédentarisation des candidats. Le but est de leur éviter le déplacement lié aux options. Merci Ousseynou. Toute autre chose à présent, parlons de ces drogues qui font fureur chez les jeunes. L'ecstasy, volépilis, les appellations sont nombreuses et différentes d'un lieu à un autre. Des drogues qui hantent le sommeil des parents, une inquiétude due à son utilisation dans des écoles notamment. Voyons ce reportage de Aminata Mbaresso et Younous Diatta. Sur ces images, la nouvelle drogue est très prisée par des jeunes. Elle est connue sous plusieurs appellations. Certains l'appellent Pils, d'autres l'appellent Exeta, qui est un diminutif d'ecstasy, d'autres l'appellent Volé. Mais le surnom le plus courant, c'est comprimé Sawarna. Les ravages de l'ecstasy sont aujourd'hui comparables à ceux du cannabis. Autant le cannabis, communément appelé chez nous Yamba, a un principe actif, le THC, qui produit les effets que nous savons, hallucinations, etc. Autant cette nouvelle drogue dont vous parlez, l'ecstasy, a un produit actif extrêmement dangereux qu'on appelle le MDA. Autre inquiétude, la présence de cette drogue dans certains établissements scolaires. Aux abords des établissements scolaires, mais on en trouve surtout dans les boîtes de nuit. Des relais, des rabatteurs de narcotrafiquants qui les vendent aux abords des établissements scolaires, en se mélangeant avec les vendeurs classiques de mangue et autres dégustations. L'alerte est donc lancée. D'après le vice-président de l'ONG islamique Jamra, 2 cas de décès ont déjà été signalés pour overdose à l'ecstasy, communément appelé volet. Merci Aminata. À la une également, Dakar Demdik réceptionne 33 nouveaux bus pour le transport interurbain. Les bus sont partis du terminus Dakar Demdik avant de s'arrêter devant le palais présidentiel. Le chef de l'État Macky Sall demande aux Sénégalais d'en faire bon usage. Habib Faye et Jafar Abba. Ces bus sont au nombre de 33. Reçus par le chef de l'État qui n'a pas hésité à sortir sous la pluie pour annoncer leur mise en circulation. Ils vont desservir toutes les régions du pays. Le président de la République insiste sur l'entretien de ce patrimoine. Inviter également les usagers à faire vraiment bon usage, pour me répéter, de cet outil pour pouvoir le préserver le plus longtemps possible. Aux populations également de veiller sur leur patrimoine. Je crois que c'est ça qui nous permettra d'aller toujours de l'avant. 87 bus seront affectés à la région de Dakar. Le directeur de la société invite le personnel à un changement de comportement pour mieux servir les usagers. C'est pourquoi nous avons fait un calcul pour doter chaque région de 2 nouveaux bus de 50 places. Lesquels bus ont toutes les commodités. Il faut penser à la sécurité. C'est pourquoi nous avons structuré des caméras à bord de tous les bus. C'est une innovation. Ensemble, nous devons changer les comportements. Je le dis ici, nos patrons, ce sont les Sénégalais. Nous circulons pour les Sénégalais.
Je veux que du receveur au conducteur, en passant par moi-même, qualité directeur général. Dakar Dem Dikk compte aussi changer son plateau technique, la mise en place d'une unité de montage de véhicules, un atout selon lui. Dem Dikk a une unité d'assemblage de véhicules, ça c'est la vision du président de la République. Cela veut dire que même les véhicules de gendarmerie, de police, les ambulances et les véhicules de transport de marchandises, nous pouvons ici les monter à Dakar. Des bus de marque Iveco, dont la durée de vie c'est entre 15 et 20 ans. Vous savez, les bus que Dakar Dem Dikk acquérait dans le temps, c'était des bus dont la durée de vie, c'était au maximum 7 ans. 566 bus attendus d'ici la fin de l'année. Dakar Dem Dikk va travailler à la structuration de bus qui vont desservir l'AIBD. Les fenêtres sur le monde, l'actualité internationale nous mène au Bénin, au Maroc et au Mali où les autorités ont expulsé le porte-parole de la MINUSMA pour diffusion d'informations inacceptables sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali, selon Bamako. Le récit de Daniel Diouf. Le porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, expulsé par les autorités maliennes ce mercredi. Il est reproché à Olivier Salgado des informations inacceptables sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d'une semaine à Bamako. Le ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a invité le fonctionnaire de l'ONU à quitter le territoire malien dans un délai de 72 heures. Selon Bamako, le porte-parole de l'ONU avait déclaré sans aucune preuve que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil le 10 juillet. Le Mali, où la Banque mondiale a levé la suspension de ses opérations financières, une mesure prise en mai 2021, selon une note du ministère de l'économie et des finances du Mali. Les biens d'un opposant béninois mis aux enchères par l'État du Bénin, du mobilier et un véhicule de luxe saisi au domicile de Sébastien Ajavon, candidat à la présidentielle de 2016, qui a fait fortune dans l'agroalimentaire. Au total, 149 meubles de luxe, des œuvres d'art et des objets électroménagers, de même qu'une voiture de marque dont la mise à prix est de 80 millions de francs CFA vendus aux enchères à la requête de l'État, selon l'agence judiciaire du Trésor béninois. La vente est prévue le 9 août prochain à Cotonou. En octobre 2016, Sébastien Ajavon avait été arrêté après la découverte d'environ 18 kilos de cocaïne pure d'une valeur estimée à 14 millions d'euros dans un conteneur destiné à l'une de ces sociétés. Il avait été relaxé quelques mois plus tard, faute de preuves et au bénéfice du doute, mais un tribunal spécial l'avait ensuite condamné en 2018 par contumace à 20 ans de prison. Cette condamnation jugée illégale par la Cour africaine des droits de l'homme. Et puis cette courte visite militaire, mais fructueuse, que vient d'achever le chef d'état-major israélien au Maroc avec en point d'orgue une rencontre avec son homologue marocain. Le général-chef des armées israéliennes reçu avec tous les honneurs par le ministre marocain chargé de la défense nationale. Le but de cette rencontre, c'est de préparer le terrain à des projets industriels militaires communs. Cette coopération va accroître les liens entre les services de renseignement de Rabat et Tel Aviv. L'objectif recherché, la stabilité régionale. Cette visite vient surtout parachever un rapprochement militaire entamé en 2020. Prochaine étape, l'inauguration de l'ambassade marocaine à Tel Aviv qui devrait intervenir pendant l'été, selon le ministre israélien des Affaires étrangères. Merci Daniel. Et dans l'actualité sportive, CAF Awards 2022, le Sénégal champion d'Afrique bien parti pour un triomphe sans pareil au CAF Awards Maroc 2022 avec 5 nominations à sa portée selon les observateurs. Le football sénégalais peut glorieusement clôturer cette année 2022 déjà inoubliable. Cher Sadibou Diarra. Un quintuplé au CAF Awards 2022. Une quête pas impossible pour le Sénégal, représenté dans 5 catégories de la cérémonie de remise des distinctions de la saison ce jeudi à Rabat, au Maroc. On a bon espoir. Concernant Sadio Mané, je pense quand même que le jury ne va pas se tromper du tout parce qu'il part largement favori. Pour les autres catégories, dans ce domaine-là, Pape Matar Sarr, lui aussi, quelque part, il aura marqué les esprits. Et pour le plus beau but aussi, on a bon espoir que Abdoulaye Sakho
va remporter le trophée. Ça prouve aussi qu'il y a une certaine vitalité au niveau du football. Il y a un travail qui a été fait depuis un certain nombre d'années au niveau des centres de formation, au niveau des clubs traditionnels. Donc il a été vraiment d'un apport important dans les résultats de cette sélection. Tout ceci vraiment concourt à faire de lui vraiment le véritable favori de ce ballon d'or pour cette année. Sadio Mané, ballon d'or en titre, est donc bien parti pour conserver le trophée au CAF Awards 2022 à partir de 19h ce jeudi au Maroc. Allons au Maroc justement, cher Sadibou, on s'intéresse à l'infrastructure de haute facture qui va accueillir la cérémonie prévue ce jeudi. Lieu ne pouvait pas être plus adéquat que le complexe Mohamed VI de Rabat. Le site est à la hauteur de l'événement, 30 hectares, 8 terrains, 4 hôtels, un auditorium. Visite guidée avec nos envoyés spéciaux Mamfatundo et Mbissandoy. Le complexe Mohamed VI de football de Rabat, une infrastructure de premier plan pour accueillir les CAF Awards 2022. Les préparatifs vont bon train, de la peinture des trottoirs à l'aménagement des espaces en passant par les décors, rien n'est laissé au hasard par les organisateurs. Même s'il faut l'avouer, du côté de la CAF, on ne veut pas trop dévoyer le contenu de la fête de demain. Disons que le site choisi, ici au Maroc, plus précisément à Rabat, honore tout simplement le foot africain. Inauguré en 2019 par le roi Mohamed VI, le complexe de football qui porte aussi son nom est un espace de 30 hectares, avec pas moins de 8 terrains, dont un couvert et 4 avec du gazon naturel. Tout ce dont le footballeur a besoin y est bien évidemment présent. D'ailleurs, l'équipe nationale marocaine y a un hôtel spécialement dédié, l'enceinte abritant au total 4 hôtels. Les équipes nationales, toutes catégories confondues, se sont vues réserver une place de choix. Cadre ne pouvait être mieux choisi pour récompenser les acteurs du football africain, car à vrai dire, le complexe Mohamed VI de Rabat est un bijou unique dans son genre. Et restons au Maroc. El Hadj Diouf, double ballon d'or africain, et Mali Touré, président de Génération Foot, sont très heureux de voir leur jeune frère porter le football sénégalais au sommet. Les voici avec nos envoyés spéciaux. Mais ce que j'attends de la cérémonie, c'est la victoire finale, le sacre final pour Sadio. Et c'est pour cela que j'ai fait le déplacement pour l'encourager et surtout pour le féliciter de son travail qu'il a abattu pendant 12 bonnes années. C'est vraiment une fierté là. Donc, comme le Mayaga Wahrek, quand je parle de Sadio, de M. Doyle. Je préfère remercier la CAF pour cette organisation-là parce que les joueurs le méritent. On voit qu'une saison est très longue et que l'attente était très longue et les joueurs méritent d'être honorés. Et aujourd'hui, demain ce sera le grand jour. Il y aura beaucoup de Sénégalais, Edouard Mendy, Sadio Mané et Moussala. Et j'espère que tout ce que je demande au bon Dieu, que ce trophée aille au Sénégal encore une fois de plus. Aujourd'hui, on parle donc des sacres pour le Sénégal. Cela prouve aussi que le football est très important et devenu une économie. C'est l'occasion aussi de ne pas s'arrêter. Et si nous voulons aussi pérenniser notre football, il est temps aussi de continuer à travailler. Et je lance un appel au président Macky Sall de redoubler d'efforts. Nous avons la chance d'avoir un président très réactif. Donc si nous multiplions nos infrastructures, d'autres nous khalat, qui ont ballon d'or. Et on a gagné la Coupe d'Afrique. Il ne faut pas qu'on s'arrête aussi à cette Coupe d'Afrique parce que, quoi qu'on puisse dire, nous ne l'avons pas gagné 2, 3, 4 fois. Le jour qu'on aura 4, 5, 6 sacres, on pourra enfin dire que notre football est vraiment atteint son plafond de verre. Le football d'abord, c'est les moyens et c'est l'amour. Et il a mis les moyens, il a l'amour du sport. Et je crois qu'aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'il a été à la hauteur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant Sarah Cissé pour le journal de la campagne électorale. Et puis en deuxième partie de soirée, Pape Ngandiaï dans Soir de campagne. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.